Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver pour 200 millions de critiques. Nous sommes toujours à l'Institut du monde arabe et nous sommes toujours une joyeuse bande qui va débattre de nombreux sujets culturels de la semaine. Je vous présente Alain Gerlache de la RTBF, mon cher Alain. Bonjour. Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Christian Bégin de Télé-Québec et Patrick Simonin que vous connaissez, une sorte d'idole sur TV5 Monde puisqu'il présente tous les jours l'invité. Nous avons une petite devinette pour démarrer. Regardez, mon cher Bernard Farou, faites le tour de tous ces magnifiques chroniqueurs, lequel est déguisé en Gilbert Bécaud. Prenez votre temps. C'est notre ami en provenance du Québec qui a cette cravate à pois. Absolument. Et voici en présence d'une réinterprétation personnelle de Gilbert Bécaud, le sommaire. C'est un phénomène en pleine expansion. Après Pani chante Brel, Cabrel chante Dylan, Jennifer chante France Gall. En ce moment, c'est Isabelle Boulay qui chante Reggiani et Adamo Bécaud. C'est à la mode, les stars se rendent hommage entre elles et ça marche presque à chaque fois. Après la vague des auteurs nordiques, ce sont les francophones qui sont désormais les nouveaux maîtres du roman policier et qui s'exportent dans le monde entier. Nous en parlerons tout à l'heure. Troisième débat consacré au cinéma du Maghreb, un cinéma en pleine révolution, vivace et touchant à des thèmes autrefois tabous. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Premier sujet, les albums de reprise des jeunes chanteurs qui chantent des chanteurs plus anciens, de jeunes chanteurs et de moins jeunes. D'ailleurs, question évidente, est-ce que tout ça a un grand intérêt artistique ou est-ce qu'il ne s'agit que de commerce ? Hommage ou commerce, nous verrons ça après avoir écouté Adamo qui chante Bécaud, Isabelle Boulay qui elle chante Serge Reggiani. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières au matin. Je te haïrai. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. C'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et l'on a dansé. Voilà, vous allez profiter d'un flingage généralisé car déjà des voix s'élèvent contre ces reprises. Vous avez deux catégories de chanteurs, des chanteurs qui ont déjà fait une carrière, comme Adamo par exemple, parce qu'il a beaucoup de talent comme auteur. Tombe la neige était une magnifique chanson, mais il reprend effectivement Bécaud avec une voix qui n'est évidemment pas celle de Bécaud, Isabelle Boulay et plein d'autres. Qui veut y aller? Donnons la parole à Gilbert Bécaud lui-même, puisqu'il est parmi nous. Christian. Pourquoi faire? Pourquoi tout ça? Moi, ça m'intrigue, en fait. Je comprends pas. Je comprends l'entreprise commerciale. Et au Québec, on n'est pas épargné. C'est fou comme ça pullule les disques de reprise. Il y a des artistes au Québec qui ont bâti une carrière là-dessus. Là. Vous avez des gens au Québec qui reprennent du Félix Leclerc? On a Isabelle Boulay, il y a Sylvain Cossette, qui est un excellent chanteur, mais qui a fait un disque en 2007 qui s'appelait 70 et qui a vendu au-delà de 250 000 copies. Ça marche, c'est fou. Moi, en fait, alors, c'est quoi? C'est la nostalgie ou il n'y a pas d'auteurs contemporains et reprennent les auteurs anciens? La chanson est l'art de la
reconnaissance. C'est une évidence que je vais dire, mais on aime une chanson parce qu'on la connaît, parce qu'elle évoque des choses, puis parce que tout à coup, elle est associée à des moments qu'on a vécu, le premier baiser, la première fois qu'on a fait l'amour, la première peine d'amour, bon, tout ça. Vous avez quand même remarqué l'ordre, hein, les choses qu'on a connues. Il n'a pas parlé du pain au lait, de la première entrée à l'école. C'est le premier baiser, le premier. Voilà, premier baiser, D'abord, ouais, c'est ça. le premier baiser. Donc la chanson est liée au sexe, c'est ce que vous voulez nous dire à la fin. Absolument, mais tout à fait. Tout est lié au sexe. Mais cela dit, à cause de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça dit de notre époque, en fait. C'est pas tant le phénomène commercial, il s'explique facilement, c'est payant, ça va vendre, c'est pas un problème. Mais ce que ça dit de nous, en fait, c'est la nécessité cachée de retourner à des choses qu'on connaît parce qu'on a perdu des repères, parce qu'on est un peu nostalgique, parce qu'on est devant une multitude de choix et qu'on n'arrive plus à réinventer les choses. Alors, on retourne à des choses qu'on connaît comme pour se recentrer ou pour avoir l'impression qu'on contrôle quelque chose parce qu'on ne contrôle plus rien. Les choses changent à Donc une c'est vitesse une mélancolie, en fulgurante. fait. C'est une mélancolie commerciale. Absolument, une nostalgie, une mélancolie, mais pour moi, c'est plus profond que ça même. C'est un mouvement qui parle d'une disparition des repères ou d'une surabondance de choix, qui parle d'une espèce de vide ou de vacuité ou d'impossibilité à rien. Alors Patrick lui est arrivé, regardez-le là, regardez-le. Hein? Je suis venu avec tous mes albums, quand même, pour dire que d'abord, Beko est un formidable interprète, mais c'est Delanoë qui a écrit la plupart de ses succès, donc ça fait partie du répertoire. Et qu'aujourd'hui, on a les Américains de tout temps, on fait des songbooks, Ella Fitzgerald chantait Duke Ellington. On a aussi un répertoire qui demande à vivre. Malheureusement, Beko n'est plus là. Il avait une force d'interprétation extraordinaire, on se souvient à l'Olympia avec son piano géant, mais il n'est plus là, Gilbert Bécaud. Donc je trouve que c'est, en tous les cas, sincère de la part de Salvatore Adamo, d'autant plus que lui, c'est vrai qu'il a un répertoire lui-même, que les autres chantent. Lui, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas être un auteur et donc de chanter les auteurs par manque de chansons. Non, c'est pas du tout le même truc que M. Pokora ou des gens qui apprennent Bien les sûr. titres de Goldman. Mais pourquoi le fait-il donc pour il le se fait parce remettre que sur la main il le fait parce qu'il a d'abord Mais aimé les chansons quand de Gilbert Sinatra Bécaud. chantait ou reprenait les titres de Count Basie ou de des Claude choses- François. Non, de Claude François, mais de Claude François, oui. Donc ça a toujours existé. Ça a Bien toujours sûr. existé. Mais alors, votre Et c'est jugement. sincère. C'est ça. Et c'est vrai qu'Adamo, gamin, écoutait Bécaud. Et qu'à un moment donné, on se dit, c'est vrai que cet artiste peut tomber dans l'oubli. Gilbert Bécaud, malgré les répertoires extraordinaires, il est tombé dans l'oubli. On n'entendait plus de Déjà Gilbert avant sa Bécaud. mort, Mais c'est hein, pas il était Adamo tombé dans qui le veut vide. lui assurer Mais la oui, mais- pérennité des choses du Il y a une tout. Je suis différence, désolé. C'est le public qui décidera. Oui, bien sûr. Michel, Il y a une différence fondamentale avec le répertoire américain. Quand vous parlez de Ella Fitzgerald, ou Sarah Vaughan, ou Billie Holiday, enfin, elle a écrit une chanson, mais la majeure partie des artistes interprètes américains sont interprètes. Ils n'ont pas forcément un répertoire qui leur est propre. Ils piquent de gauche et de droite. Absolument. Donc on ne les associe pas véritablement à un acte de création propre. Bécaud, c'est Delanoë, mais c'est Bécaud, c'est son répertoire. Adamo, c'est son répertoire. Gainsbourg, c'est son répertoire. On associe totalement ces gens-là à leur création. Et donc c'est compliqué quand quelqu'un d'autre arrive pour reprendre ce répertoire, d'autant Certes. plus si la personne qui va réinterpréter a Oui, mais elle bon. aussi déjà un répertoire. Oui. mais Dans l'argument votre, qui est donné par notre ami Christian me paraît être le bon argument, parce qu'au fond, toutes les formes de réinterprétation sont possibles, à condition, 3 petits points, que ce soit bon. Mais C'est oui. ça le fond du problème. Mais oui. Et donc, c'est Mais peut-on être meilleur que l'original? Moi, c'est la question mais que je il me faut pas pose. sanctuariser En chanson, non plus. moi, je trouve On a- que on a- j'ai beaucoup de Je difficultés préfère à... My Way par Frank Sinatra Oui. que par Claude Mais François. longtemps- Ouais, mais Donc My voilà. Way, c'est My Way. Mais Ah oui, mais Alors, voilà. Longtemps, moi, je- on a dit Patrick que et après Alain. Brel, c'était Sur la pas chanson, ils possible, sont- on ne pouvait pas interpréter Brel, personne n'arriverait à interpréter Nina Brel, Simone l'a fait, c'était magnifique. etc. Voilà. Un jour, et Brel était encore vivant, Serge Lama a fait un album entier d'interprétation de Brel, Ouais. et lorsque Pierre Perret l'a croisé sur son bateau, Brel lui a tendu le bras en lui disant « Et tu diras à Lama que je suis encore en vie », et ça a redonné envie à Brel de venir enregistrer ce qui a été finalement son dernier album. Alors, on dit peut-être que les albums hommage à Renaud vont peut-être, s'il en a la capacité physique, lui redonner envie de chanter, mais au fond, c'est aussi de l'amour derrière tout ça. C'est quand même des gens qui aiment ces chansons-là, qui Mais ça, on aiment ne le ces dit pas. artistes. Non, mais l'argument qui était celui de Christian, c'est il n'a pas dit, il dit la même chose que vous, sauf qu'il dit à condition que ce soit bon. Point. Mais ça, c'est le public qui Oui, décide. c'est le public. Alors Alain, Si- non, Michel, pardonnez-moi Alain. Bon, in fine, pour un art, surtout un art populaire, et dans ma bouche, ça n'a absolument pas de connotation négative, c'est en effet le public qui décide. Maintenant, ce sont des grands noms, comme le disait Patrick, du patrimoine,
Qui se souvient encore de Reggiani parmi les plus jeunes? Ça permettra peut-être à des gens de les réentendre et peut-être de les redécouvrir. L'art n'arrête pas de se réinterpréter. Ce n'est pas uniquement le cas de la musique. Maintenant, c'est vrai que ça correspond aussi à une période où l'industrie musicale est sur la défensive. Il lui faut des noms. Et ce n'est pas un hasard que tout ça sort maintenant, à la veille des fêtes, c'est-à-dire au moment où les gens qui achètent encore des disques, c'est-à-dire les seniors, les plus âgés, les plus de 50 ans, vont en effet dépenser de l'argent pour faire des cadeaux, pour se faire plaisir, etc., y compris avec de la musique. Ça ne correspond absolument plus au mode d'accès à la musique des jeunes générations qui sont au mieux sur le streaming avec publicité, au pire sur le piratage, sur YouTube, etc. Donc c'est aussi un phénomène des générations plus âgées et qui peuvent encore soutenir financièrement l'industrie musicale. Quand on dit, quand vous parliez que ça va faire redécouvrir aux jeunes, effectivement, je suis d'accord avec toi. Les jeunes vont pas acheter ça. C'est pas par cette Ils voie-là achètent qu'ils Génération vont, Goldman. Ils achètent aussi peut-être, ouais, Renaud, c'est la ça. bande à J'aimerais, Renaud, ce qui est un peut-être. gros succès. J'aimerais, puisque vous parlez de vieux auteurs, vous lire quelque chose de T.S. Eliot. C'est très rapide, mais ça résume bien ma position. Les jeunes poètes imitent, les poètes exercés volent. Les mauvais poètes dénaturent ce qu'ils empruntent et les bons font quelque chose de mieux ou au moins de différent. Et c'est exactement ce qu'on retrouve là-dedans. Moi, quand Isabelle Boulay reprend Reggiani, à la limite, parce que Reggiani, on l'a un peu oublié, pourquoi pas? Quand on reprend certaines choses et il n'y a pas de changement, c'est vrai qu'Adamo qui chante Beko, moi, j'entends pas au niveau de l'orchestration énormément de changements. Le jazz, qui est quand même une musique dans laquelle... On reprend. On reprend constamment. Mais on reprend constamment pourquoi? Parce qu'on le dénature, on le change, on le fait évoluer en fonction de la carrière d'artiste ou de la situation sociale et historique du moment de l'enregistrement. Voilà, il y a une histoire, on raconte quelque chose. Et je partage de beaucoup la position de Christian. Moi, je regarde ça d'un œil très dubitatif. Même s'il est vrai, il y a des vraies perles, parfois, dans les reprises. Il ne faut pas jeter le bébé avec Le vrai danger, c'est si plus rien ne se Roberto crée. Alagna chante Luis Mariano. C'était déjà très iconoclaste. Et pourtant, c'était formidable. Chez Deutsche Grammophon. quand même. Voilà. C'était Roberto Alagna qui a sorti aussi Un peu d'ordre, Alain. Oui, vas-y. Non, Roberto Alagna qui a sorti aussi mon opéra, Ma vie est un opéra, plutôt un peu tartignol, mais enfin on voit ce qu'il veut dire. Et ce sont des grands noms, ce sont des grands titres, etc. Moi, ça ne me dérange pas qu'on célèbre aussi le patrimoine musical, à condition que ça n'étouffe pas la création. Mais je ne suis pas trop inquiet. La création, elle est là, elle est dans l'électro dont on parlait dans une émission Stromae. précédente. Elle est ailleurs, elle est chez Stromae, elle est chez des jeunes chanteurs francophones, La Pointe et d'autres, un peu partout. Donc moi, je pense que ce n'est pas inquiétant, sauf si ça éclipse tout le reste. Et pour l'instant, je ne crois pas que ce soit le cas. Moi, j'ai trouvé que Les Béton en rap, c'est pas terrible. C'était Disease qui fait ça sur l'album. répète, oui. Voilà. J'ai trouvé que, par exemple, quand Renaud dit dans la balade nord-irlandaise « Tuez vos dieux », on a transformé les paroles, on a dit « Oubliez vos dieux », peut-être que c'est plus difficile, ou Renaud avait plus de liberté à l'époque quand il écrivait ses chansons. Donc modifier les paroles, je trouve pas que c'est bien non plus. Donc je trouve qu'au fond, tout ça, pourquoi pas? Ce qui compte, c'est si c'est bien, si le public adhère et si ça leur donne envie de réécouter l'original. Parce que parfois, c'est pas très bon, c'est vrai. Et ben du coup, ça donne envie de réécouter l'original. Juste avant qu'on parte, moi, je vous invite à découvrir, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, au Québec, il y a quelque chose qui s'est fait d'assez singulier qui s'appelle 12 hommes rapaillés. Ce sont 12 chanteurs, chanteuses qui ont pris des poèmes de Gaston Miron, qui était un grand poète ici, au Québec. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis en chanson et en musique des poèmes. Donc, c'est un peu dans le même genre d'exercice. Ce ne sont pas des reprises, ce sont des réinterprétations de quelque chose. Et ça, par contre, c'était absolument créatif. Et ça a eu un succès, pas immensément populaire, mais quand même une reconnaissance. Quand Ferrat chantait Aragon, on n'a pas dit que c'était une reprise. Hein, et, Que serais-je ça a sans marqué, toi hein. qui vint à ma rencontre? Et il y aura bientôt un album hommage à Jean Ferrat dans lequel il y aura Exactement. Marc Lavoine et Voilà. d'autres. Je suis en train de chanter Jean Ferrat, Aragon, il me coupe. C'est dingue, TV5 Monde. Chantez plus fort. Non, je ne peux pas. Que serais-je sans toi qui vint à ma... Vous vous souvenez de ce poème? Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Ouais. Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Qu'un cœur arrêté au cadran de la montre? Que serais-je sans toi qu'un balbutiement? Distingué aux victoires de la musique, c'est l'émission la plus cultivée du PAF. Il faut dire que c'est pas très difficile. Je parle pas de TV5 Monde. Bien évidemment. Distingué aux victoires de la musique, en février dernier, Adamo célébrera ses 50 ans de carrière sur scène. Il est en tournée actuellement. Il sera à Lille le 31 janvier 2015, puis au Grand Rex à Paris le 7 mars 2015. C'est un garçon éminemment sympathique qui a beaucoup de talent. Isabelle Boulay se produit sur scène également avec le répertoire de Reggiani. Elle vient de se produire à Paris et s'y produira à nouveau le 16 mars 2015. Et on
commence les tweets avec celui de Lucas. N'empêche, parmi les chanteurs français morts, c'est peut-être bien Gilbert Bécaud qui manque le plus, car Brel était belge. Vous voyez. Ah oui. Puis un tweet de Doc Bull à propos de Francis Cabrel, ou plutôt de Bob Dylan. Ah oui. Je suis en train d'écouter la version originale de Une femme de Cabrel a récemment chanté en hommage à Dylan. Pas mal, dit Doc Bull. Et pour finir, un tweet de Charles Eugène, qui n'est manifestement pas un fan de Jennifer. La seule fois que j'ai eu mal à ma France, c'est lorsque Jennifer a repris donc France Gall. Donc les tweets que vous pouvez laisser, bien évidemment, sur la façon dont vous percevez cette émission. Lâchez-vous, libérez-vous, tapez-nous dessus ou aimez-nous. Vous avez le choix. Et puis, bien évidemment, le site internet de TV5 Monde, ô combien important. Dans un instant, donc, Estelle Martin va nous rejoindre. Nous allons parler des polars francophones. Mon cher Patrick, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne Guillaume. semaine, un bon mois. Dans un instant, nous allons parler du polar francophone. Après la vogue des polars scandinaves et après l'histoire ô combien célèbre des grands polars en provenance des États-Unis et d'Angleterre, donc les polars francophones. Je vous propose, pour parler de ce phénomène qui est de plus en plus marqué, et en termes de publication, et en termes d'adaptation au cinéma, de rencontrer deux auteurs qui travaillent dans ce registre, un Français et un Canadien. Écoutons. L'un est français et préfère rester dans l'ombre, l'autre québécois. DOA et Martin Michaud incarnent le renouveau du polar francophone, chacun dans son genre. J'ai du mal à considérer que ce que je fais, c'est du polar. C'est vraiment, pour moi, j'écris vraiment du roman noir, donc des romans qui interrogent la société, mais qui sont politiques sans être politisés. Moi, je me définis comme un storyteller. Les anglophones ont cette expression que je trouve magnifique. Donc, je ne sais pas, en français, on pourrait traduire ça comme étant un raconteur d'histoire. Pistolet au poing, Victor Lessard braqua sa lampe de poche dans l'obscurité et se mit à avancer avec prudence dans la canalisation. D'un côté, un inspecteur qui se rachète une conduite au fil de la saga. De l'autre, des anonymes qui évoluent en eau trouble. Leurs univers, leurs styles sont radicalement opposés, mais ils ont des inspirations communes. On a effectivement, je pense, cette capacité de proposer des intrigues à l'américaine, mais en même temps dans une langue qui est vivante, qui parfois peut être rude, ce qui est peut-être un avantage au niveau du roman policier. Moi, toutes mes influences littéraires, c'est des auteurs anglo-saxons. Donc, ce qui tend mon travail de plus en plus, c'est l'hyperréalisme. Au fur et à mesure que j'avance dans mes livres, j'inscris de plus en plus des intrigues totalement fictionnelles dans une réalité totalement référencée. Citoyen clandestin se déroulait au moment des attentats du 11 septembre. DOA renouvelle les codes du polar. Martin Michaud se veut plus classique avec des thrillers efficaces. Mais nos deux auteurs revendiquent d'être des écrivains à part entière. Longtemps, le roman policier a eu mauvaise presse. On a considéré ça comme un sous-genre. Il y a un snobisme énorme à ne pas lire du polar en France, officiellement. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer. Et c'est un peu mon but, que le lecteur lise une bonne histoire, bien racontée, bien écrite. Si la critique fait la fine bouche en France, le public et les maisons d'édition sont au rendez-vous. La saga Victor Lessard débarque en France en janvier 2015. Quant au prochain roman de DOA, Pouctou, il sortira en librairie le 26 mars. Bonjour ma chère Estelle, je suis ravi donc de vous accueillir. Le polar francophone est-il en train de révolutionner le genre? Est-ce que ce phénomène est une réalité? Oui. Oui, je pense que oui. Alors déjà, les Français adorent les polars. Oui, un roman vendu sur 4 est un polar en France. Et en plus, ce sont les Britanniques qui n'adorent pas les Français, faut-il le rappeler, qui disent qu'on va détrôner les Scandinaves. Parce que je dois reconnaître que moi, je suis comme beaucoup d'amateurs de polars. J'aime les polars scandinaves. Donc d'après les Britanniques, nous allons les détrôner. Et c'est vrai qu'il y a certains écrivains qui vont vraiment un énorme succès. On vient de voir DOA qui a fait la série télévisée Braco, qui a fait des romans comme L'Honorable Société. On a aussi les Chinois qui ont traduit Le Deuxième Homme d'Hervé Comer, les Américains qui ont acheté les droits des thrillers de Pierre Lemaitre, qui a eu le prix Goncourt. Absolument. Donc on sent qu'il y a une appétence pour le polar Et je voulais français montrer Joël et peut-être Dicker. francophone. Je voulais montrer Joël Dicker, donc auteur de littérature dit classique, Grand prix du roman de l'Académie française en 2012, prix Goncourt des lycéens en 2012, donc la vérité sur l'affaire Harry Québert, qui était à mi-chemin entre la littérature et donc le polar. Et qui est suisse, lui, qui n'est pas français. Mais absolument.
Il faut le rappeler. Comme quoi, derrière cette émission se cachent quand même certaines rivalités. C'est une complémentarité. Non, pas Voilà. Nous sommes tous complémentaires. Est-ce qu'elle a raison, Estelle? Oui. Oui, oui, je crois, bien sûr. Puis d'autant plus qu'il y a une sorte de décomplexation, si le mot existe, du polar. C'est-à-dire que pendant des années, le polar a été lu un petit peu sous cap ou comme roman de guerre ou comme Comme un sous-littérature. sous-genre, en fait. Ouais, exactement. Bon, il y avait Simenon, il y avait Maigret. Alors ça, c'était à peu près accepté. Mais Il y avait quand même Dashiell Hamet, Raymond Chandler. Oui, mais alors là, oui. Mais ça, c'était déjà pour les connaisseurs. Et puis entre guillemets, il y avait pas une James véritable. Ellroy. Oui, mais ça, c'est les années 80. Ça, c'est plus tard, James Ellroy. C'est arrivé plus tard. Sinon, c'était Beaucoup avant. plus tard, oui. Donc après, justement, avec Mais quelqu'un il me comme prend Ellroy. pour une brêle, hein, ce beau garçon. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que pendant des années, c'était un sous-genre, Louis mais XVI, pas à l'époque c'était d'Ellroy. avant Vercingétorix ou après Durand. Répondez à votre Il question. m'écoute pas. Non, mais justement, avec Ellroy, avec quelqu'un comme Ellroy, à partir des années 80, ça s'est décomplexé, justement. On en est arrivé à revendiquer, à lire, à acheter, à revendiquer cette lecture-là. Puis évidemment, à l'aube des années 2000 ou un petit peu avant, avec Stieg Larsson et Millennium, par exemple, il y a eu toute la pléthore de policiers scandinaves qui ont fait que le genre s'est véritablement établi, a été accepté. Et il est vrai aujourd'hui qu'au niveau francophone, les Français sont hyper présents. Alain. Même intérêt chez nous. Même intérêt chez nous. La question qui n'existe pas. Alain, 3 petits points d'interrogation, mais elle n'est Mais même je pas devine la formulée. question. Bien sûr. Je devine la question, comme on devine qui est le coupable. Même intérêt chez nous que dans les autres pays francophones. La production, entre guillemets, n'est plus vraiment ce qu'elle était. On a eu l'heure de gloire de Stanislas André Steeman ou évidemment de Simenon, qui donc était belge, en tout cas à l'origine, en tout cas, même si après... Il a vécu pas seulement il a longtemps en vécu Suisse, longtemps il est en belge. Suisse. Cela dit, j'ai vu dans un journal belge récemment une interview, une entrevue avec un auteur québécois de polar, Martin Michaud, Martin Michaud, ouais. qui dit... J'ai le Martin Michaud. Voilà, C'est son il est là. dernier, Il est là. c'est ça. Et Il est là. qu'est-ce qu'il dit? J'ai tout Simenon dans ma bibliothèque. Ouais, voilà. Donc voilà, il y a quand même des filiations et qui montrent bien que même si le phénomène actuellement a un grand retentissement, c'est quand même aussi une vieille histoire francophone. Oui, et les Français sont amateurs de polar québécois, puisque effectivement, vous l'avez dit, un Martin Michaud arrive, donc vous connaissez bien, j'imagine, Martin Michaud. Absolument. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il fait la saga Victor Lessard, que le dernier épisode de la saga est sorti chez vous, Oui. et nous, on va avoir droit au premier en 2015. voilà. Et donc là, c'est celui-ci qui sort actuellement, c'est Sous la surface, qui ne se passe pas du tout au Québec, mais aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, tout à Et fait. voilà. Mais c'est vrai que c'est amusant quand on le lit, c'est qu'on a l'impression de vous entendre, d'entendre le Québec. Bien sûr, il y a toute la Québécois, c'est ça, c'est musicalité de la chouette. langue, donc on reconnaît les particularités de notre parler dans son écriture, bien évidemment. C'est pas toujours de la grande littérature, cela dit, mais c'est des mécanismes d'écriture qui sont efficaces, qui sont bien maîtrisés. C'est très nouveau. Mais en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des premières tentatives de littérature policière avec un personnage qui s'appelait X-13, qui était l'as des espions canadiens. Oui, vraiment comme ça. Le Il y a même 007 oui, alors, canadien. ça a été publié dans des petits fascicules. Il y en a eu au-delà de 1000 qui ont été publiés. Mais bon, après, c'est tombé un peu dans l'oubli. Et là, il y a comme un retour. Et bonhomme allant, au Québec, il se publie entre 40 et 50 romans policiers pour une petite population comme nous. C'est vraiment énorme. Donc, il y a vraiment une espèce de redécouverte du genre, une réappropriation aussi des grands noms comme Martin Michaud, Christine Brouillette qui a créé un personnage de femme détective qui s'appelle Maud Graham, dont plusieurs des romans ont été adaptés au cinéma. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de jouer dans le film Le Collectionneur, mis en scène réalisé par Jean Baudin. Patrick Sénécal, qui est un peu le Stephen King du Québec, qui est vraiment... Qui est vraiment... Puis dans quelque chose de plus gore, de plus sanglant, Les 7 jours du Talion. Beaucoup de ses romans ont été adaptés au cinéma aussi. François Barcelot, Benoît Boutillette, et même... Moi, je vis dans le Kamouraska, c'est-à-dire que j'ai un pied-à-terre à Montréal pour mon travail, mais je vis dans la région du Bas-Saint-Laurent, le Kamouraska, qui est sur la rive sud du Saint-Laurent, environ à 4 heures de route de Montréal. Et il y a un petit village qui s'appelle Saint-Pacôme de Kamouraska qui s'est autoproclamé la capitale. Vous avez de la place là-bas? Comment? Vous avez de la place là-bas? Oui, on a de la place. Parce qu'on arrive tous les 4 la semaine prochaine. Ah non, mais arrivé, moi j'ai une belle super maison sur le bord du fleuve, vous allez beaucoup aimer ça. Mais Saint-Pacôme, c'est autoproclamé la capitale québécoise du... J'ai le chauffage certain. Oui. Très important. J'ai des peaux d'ours, tout ça, il y a des indigènes qui se promènent dans ma course, c'est magnifique. Toujours est-il que Saint-Pacôme s'est autoproclamé la capitale du roman policier. Comme quoi, c'est vraiment un phénomène parce qu'ils ont senti le besoin de créer un festival, un événement qui couvre particulièrement cette littérature. Alors oui, c'est très, très présent en ce moment au Québec dans les courants littéraires. Christian, vous parliez tout à l'heure des limites, on va dire parfois, du style littéraire des romans.
Et j'aimerais profiter de ce moment pour vous signaler 2 auteurs, qui ne sont pas suisses en l'occurrence, on en parlera peut-être plus tard, les Helvètes, mais 2 Français que j'ai adorés à la fin des années 90. Et j'ai découvert après coup qu'ils étaient psy, en plus d'être auteurs, je ne savais pas. Et des Français. C'était Toby Nathan et Michel Steiner qui ont écrit et l'un et l'autre plusieurs romans noirs. Mais c'est savoureux. Et là, au contraire, non seulement il y a une intrigue, mais en plus, parce que comme les gars ont un autre background que simplement être écrivain, ils sont capables d'aller dans la psychologie des personnages. C'est d'une richesse, c'est d'une densité. Et là, vous avez du style, vous avez de la profondeur, vous avez une intrigue. C'est vraiment du miel que de lire ces livres. Toby Nathan, c'était Sarah Cabot, par exemple, ou L613. Michel Steiner, c'est Main morte. Des bouquins qui datent de la fin des années 90. Moi, je vous encouragerais, c'est pas parmi les plus connus, évidemment. Et ce sera sur le site de l'émission 200 millions de critiques. On va retrouver ça, on va les mettre, on mettra ça sur Twitter. Lisez ça, c'est juste magnifique. Mais c'est ça qui est assez formidable avec le roman policier, le roman noir, c'est qu'on peut vraiment soit s'intéresser à la psychologie des personnages, ça peut soit avec Fred Vergat nous emmener avec des personnages décalés, parler de religion, ou même elle nous emmène carrément dans le terroir et ça plaît aux Britanniques par exemple, le terroir français. Et d'un autre côté, on a DOA qui lui plutôt parle de tout ce qui va en Afghanistan, qui nous emmène en Afghanistan, sur la trace d'islamistes, de terroristes. Donc c'est vrai qu'il y a une richesse dans le polar. C'est un genre qui en abrite différents. Et je pense que ça explique aussi vraiment le succès. Mais d'ailleurs, Fred Vargas s'est essayé exemple, à créer des personnages québécois dans un de ses romans. Et c'était un peu risible parce qu'elle faisait parler des personnages québécois. Je ne me souviens plus dans lequel de ses romans. Et c'était absolument pas comme ça qu'on parle. Mais vraiment pas. On lisait ça et on disait, mais voyons non, mais on ne parle pas comme ça. C'était magnifique. De naïveté et de colonialisme. Voilà. Et comme nous, on ne dit pas tout le temps une fois non plus, même si on dit... Oui, vous ne le dites pas assez souvent même. C'est bien que vous l'ayez dit. Je veux bien le dire une fois maintenant. Voici les tweets. Robert Fabien du site senscritique.com qui pense que se rediriger vers la lecture de polar avec la sortie de celui qu'on annonce donc comme le maître du thriller québécois, Martin Michaud. Donc il dit qu'il faut absolument lire ce cher Martin. On termine avec un tweet de l'auteur Maxime Chatham, maître du polar français, qui utilise son Twitter pour faire un peu d'humour. L'émission Le meilleur pâtissier me rappelle le boulot. Ça découpe, ça taille, ça fouette, ça écrase, ça déguste. Un bon thriller avec du sucre à la place du sang. Voici donc pour le tweet de Maxime. Bien évidemment, vous pouvez correspondre avec notre émission tant que vous le voulez, à la fois en tweetant et bien évidemment donc en participant au site internet de TV5 Monde. Nous y sommes très attentifs. Mon cher Christian, surtout entretenez cette petite maison dans laquelle nous allons tous partir en vacances pour les fêtes de fin d'année. Slimane Zeguidour nous rejoindra puisque nous parlons des enjeux du cinéma du Maghreb dans un instant. Bon ben, allez, au revoir tout le monde. Arrive ce moment rituel de l'émission ô combien important, le zap culturel de la semaine avec Estelle Martin donc et sa camarade Marty. Jean-Henri et Pierre-Étienne sont de retour. Bonsoir. Les personnages fétiches de Cuche et Barbeza égratignent une fois de plus l'actualité suisse et neuchâteloise. C'est aussi sympa de passer à la moulinette de l'actualité, de vraiment faire notre rôle de bouffon de la République. L'association de caricaturistes de Jean Plantu vient de recevoir le prix international Henri Lafontaine, du nom du prix Nobel de la paix 1913. Il y a plein de dessinateurs aujourd'hui qui font un vrai acte de résistance et ils arrivent à continuer à être impertinents. C'est l'événement musical suisse de cette fin d'année. Le retour de Stress, ex-enfant terrible du hip-hop helvétique, devenu le rappeur le plus rassembleur des deux côtés du Röstigraben. En tant qu'artiste, je suis super content. Et après, en tant que citoyen, des fois, je suis un peu moins content. Alors ça finit en émeute, en guerre rangée. CRS casqué contre jeunes en meute. Il venait d'un milieu tellement difficile et il a eu, lui, un parcours tellement difficile à l'intérieur de ça qu'en réponse, il ne pouvait qu'être aussi élevé comme personne. Changer le monde, changer les choses. Il est vraiment très fort, il trouve des idées de musique sans arrêt. Je suis stupéfait par la façon dont il écrit. À chaque fois c'est un renouveau. Leur différence fait toute la différence. Il nous le prouve une fois de plus sur ce nouvel album. L'installation du sapin géant du Rockefeller Center à New York. Il culmine à 26 mètres. Il croule, vous le voyez, sous les décorations. C'est la chanteuse Mariah Carey qui a donné le coup d'envoi des festivités hier soir en interprétant All I Want for Christmas is You. Tout ce que je veux pour Noël, c'est vous. Belles, sexy, audacieuses, les James Bond Girls françaises entretiennent des relations souvent torrides avec 007.
Je suis hyper contente et hyper excitée. Et je n'arrive pas trop à croire que tout ce que je vis là est vrai. On les aime, nos chers acteurs. Merci beaucoup, I love you. Chers dans tous les sens du terme. Désormais, si la rémunération d'un acteur dépasse un certain pourcentage du devis du film, le producteur ne pourra plus avoir accès aux aides du CNC. Robert Lepage est un artiste qui touche à tout, qui repousse constamment les limites. L'homme de théâtre nous parle de création, de culture et aussi de son projet Le Diamant, dont le financement est menacé. Encore une fois, je vais passer pour prétentieux, mais si moi, je ne suis pas capable d'amener 30 millions à Québec pour la culture, qui va pouvoir le faire? Certainement pas le bonhomme Carnaval. C'est un hymne à l'Afrique. Sur scène, 50 artistes. Pendant plus de 2 heures, musiciens, acrobates et danseurs vibrent au rythme des percussions. Une pêche extraordinaire. Aujourd'hui, ils ont tous plus de 75 ans et leur vitalité stupéfie. Cette danse du foulard qu'ils répètent avant chaque spectacle, il l'a inventée pour attirer les filles et les faire bouger dans toutes les directions. Le secret de ma forme, c'est la musique cubaine, bien sûr. C'est une musique qui fait qu'on se sent bien, qu'on a toujours la pêche. Quand on écoute Now, ça fait danser. Mais à la base, c'est une chanson très triste. Pour qu'une chanson marche puis soit bonne, il faut qu'elle soit bonne autour d'un feu, puis autour d'un orchestre symphonique aussi. Ils ont mis de la musique dans l'ascenseur. Voilà pour le zapping. Slimane Zeguidour, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir, évidemment. Nous nous retrouvons, comme souvent, dans 200 millions de critiques. Nous sommes à l'Institut du monde arabe et nous allons parler maintenant du cinéma du Maghreb. Je vous propose de regarder ce sujet de TV5 Monde réalisé à l'occasion de la sortie, il y a quelques semaines, du film L'Oranais du cinéaste algérien Lies Salem. Regardez. Des héros qui rentrent du maquis. Ils ont arraché l'indépendance du pays, un combat qui leur a coûté cher. La suite, c'est l'histoire de 3 amis et d'une nation libérée. Une Algérie où tout est à construire. Mais après la joie et l'espoir des débuts, vient le temps de la réalité du pouvoir et de ses dérives. Qu'est-ce qu'on a fait de cette révolution, de cette euphorie, de cette espérance en l'avenir? Qu'est-ce que le pouvoir fait des hommes et de leurs idéaux, surtout? C'est de la production nationale, ça appartient au peuple. C'est un peu plus compliqué, figure-toi. Un système perverti par les passe-droits, le parti et les services secrets. Tu vas me tuer moi aussi? Comment est-ce qu'on a pu s'entretuer entre, j'ai envie de dire un peu le mot, entre frères comme ça? Comment est-ce possible? Un regard lucide, sans concession, qui dérange certains nationalistes et islamistes du pays. C'est l'alcool, c'est la fête, c'est aussi des gens qui vivent, qui rigolent, qui sont parfois vulgaires, comme tout le monde. Et je pense que c'est à double tranchant parce que ça plaît pas forcément qu'on montre aussi cette image, mais c'est nous, les Algériens, c'est l'Algérie, ils sont comme ça, on est comme ça. Un film juste, d'une grande humanité, comme un miroir tendu aux Algériens pour se réapproprier le passé et penser l'avenir. Mon cher Slimane, essayons de faire d'abord un petit peu d'histoire pour voir depuis les années 30, au fond, quels sont les grands thèmes du cinéma du Maghreb. Alors, depuis les années 30, c'était un cinéma français qui avait pour théâtre le Maghreb. Et tout le monde se rappelle de Pépé les Mocos avec Jean Gabin, qui était tourné dans la Casbah avec l'inspecteur Slimane. Et donc, c'était un cinéma français centré sur le Maghreb. Et ensuite, il y a eu, après les indépendances, on peut parler d'un véritable cinéma maghrébin, 56 pour le Maroc et la Tunisie, et 62 pour l'Algérie. Mais le premier pays qui a vraiment créé un cinéma qui s'est d'emblée affirmé sur le plan international, c'est l'Algérie. Avec un film fait par un Italien, c'est La bataille d'Alger, 1966, qui a eu immédiatement une renommée mondiale et qui reste d'ailleurs indépassable jusqu'à maintenant par sa densité. C'est Pontecorvo, ça? C'est Gillo Pontecorvo, absolument, ouais. Qui est un film mondialement connu, apprécié. On a même projeté à la Maison-Blanche, à George Bush, pendant la guerre contre l'Irak, pour lui montrer les dérives d'une guerre
qui perdure dans un pays occupé. Et puis il y a la Palme d'Or de l'Akhdar Amina à Cannes. 1976, effectivement. Chronique des années de braise est le premier film arabe et maghrébin qui a la Palme d'Or à Cannes, 1976. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de refaire cette histoire courte pour qu'on puisse débattre de ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma tous ensemble. Car je vais continuer avec vous pour qu'on soit bien précis. Au fond, que racontent-ils les films d'aujourd'hui qui viennent d'Algérie, qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc ou d'ailleurs au Maghreb? Alors aujourd'hui, pour la première fois, disons ces 5 dernières années, ce cinéma commence à essayer de refléter la réalité des problèmes maghrébins, des problèmes sociaux, et de s'attaquer aux 2 grands tabous qui sont la sexualité et la religion. D'ailleurs, on s'attaque beaucoup plus aux bastions de la sexualité, les relations sexuelles extra-conjugales, avant le mariage, l'homosexualité. Donc tous ces thèmes-là commencent à être abordés dans le cinéma maghrébin. Car la religion, pas encore tout à fait. C'est quand même beaucoup plus difficile. Alors qu'auparavant, on avait un cinéma beaucoup plus policé, avec un langage, même le langage qui était utilisé n'était pas le langage de la rue, car pour ceux qui connaissent le dialecte maghrébin, c'est un des dialectes les plus grivois, les plus truffés de jeux de mots, de calembours et même d'injures très imagées. Si le langage du cinéma ne reflète pas le langage de la rue, ce cinéma est un cinéma factice, grandiloquent, et qui n'est pas un reflet de la réalité, mais qui est un maquillage de la réalité. Et c'était le cas sur le plan de la langue utilisés par les acteurs, c'était le cas de la plupart des films maghrébins. D'ailleurs, l'Oranais dont on venait de parler, un des éléments qui a provoqué le courroux de certains imams, c'est les gros mots. C'est pas seulement l'alcool. C'est aussi l'alcool, et parce que bien c'est sûr, dans les cabarets que ça ne se fait pas de voir des révolutionnaires. Mais aussi les gros mots. Il y a une fatwa sur ce film. Il y a une fatwa, mais expliquez. Une fatwa, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction, c'est une interdiction religieuse? Non, ce n'est pas une interdiction, c'est une malédiction, une exécration qui a été lancée par un télécoraniste algérien, mais qui a suscité une levée de boucliers parmi l'intelligentsia, la presse, qu'il a défendu, mais il n'est pas question de censure. Oui, la ministre de la Culture a bien dit que le film resterait, parce qu'il est sorti avant en Algérie, ce qui n'est pas toujours le cas. Le réalisateur est franco-algérien, il est sorti d'abord en Algérie, il l'a tenu à ce qu'il sorte d'abord en Algérie, puis en France. Maintenant que nous avons fait cette présentation et qui était ô combien utile avec notre camarade Guidal, est-ce que vous considérez que le cinéma qui vient de Youssef Chahine à aujourd'hui, disons, du monde arabe, est un cinéma qui vous intéresse, Estelle? Oui, c'est un cinéma qui est intéressant, effectivement, mais ce qui est frappant aussi, c'est les inégalités, parce que le cinéma marocain est quand même beaucoup plus aidé. Il y a vraiment une politique d'aide du cinéma marocain avec un CNC. Il y a Nourdine Saïn qui a fait énormément. Il y a des avances sur recettes au Maroc. Je pense notamment au cinéma algérien où c'est beaucoup plus dur. Merzak Alouache, Jamila Sarawi, ce sont des réalisateurs qui... Ils sont tous en exil. Et eux, ils doivent se battre pour trouver des financements. C'est compliqué pour eux. Alors qu'au Maroc, il y a une vraie politique qui a été menée parce qu'il y a des studios à Ouarzazate, parce qu'il y a une volonté aussi du royaume de mettre en avant ce cinéma. Et ce qui fait que Nabil Ayouch, par exemple, a pu tourner les Chevaux de Dieu, où il revenait sur les attentats de Casablanca. Donc quand vous disiez qu'effectivement, ils traitent de l'actualité, le cinéma maghrébin est en train d'évoluer. Je ne me souviens plus du titre, mais le film qui est arrivé en tête du box-office marocain est un film qui traite du harcèlement sexuel. Donc effectivement, les thèmes, donc c'est intéressant, ça peut tous, ce sont des thèmes qui nous touchent tous, le harcèlement sexuel, que ce soit au Maroc ou en France. Je pense que n'importe quel spectateur peut être intéressé. Le seul problème, c'est encore la distribution. Michel, Alain. Alors, le cinéma maghrébin, de manière générale, évidemment, il a besoin de trouver un public pour qu'il soit distribué. Donc, ce n'est pas le premier cinéma vers lequel les distributeurs en Suisse vont se tourner. Mais il y a évidemment des exceptions comme partout. L'une des plus belles, d'ailleurs, c'est pour l'année prochaine, puisque le Festival du film de Locarno va dédier une partie de sa sélection à des films maghrébins. Alors, ils n'ont pas encore été nommés, mais enfin voilà, il y aura une section l'été prochain. Il y a des coproductions aussi qui existent aujourd'hui. Je pense au film Le Secret de Raja Amari, ça date de 2009. Nicolas Vadimov, donc maison de production à Genève, avait participé à ce film. Je crois que le film a eu plutôt un bon écho. Et quand on parlait, ou plutôt Slimane parlait tout à l'heure de la possibilité d'aborder des thèmes de société ou des choses qui n'étaient pas abordées jusqu'à présent, c'est la condition de la femme, c'est d'une certaine manière aussi la sensualité, la sexualité, enfin comment c'est vécu, les rapports entre le patron, le maître, on va dire, et les employés, des choses qui étaient plus difficiles à une époque. Oui, on sent qu'il y a cette évolution. Maintenant, par contre, évidemment, c'est pas de nature, en tout cas en Suisse, à lutter contre les méga-productions hollywoodiennes ou un certain cinéma français
francophone et français qui table avec les stars et qui, lui, est fort bien distribué pour l'instant. Mais ça va changer, j'espère. Mais Michel vient de décrire aussi la situation de la Belgique francophone. C'est vrai que ce ne sont pas des films que l'on voit à l'affiche dans les grandes chaînes de cinéma, etc., ni même sur les chaînes de télévision, en tout cas aux grandes heures de diffusion. Et j'avoue que le résultat, c'est que j'en sais assez peu. Donc je vous écoute, Slimane, avec un intérêt et j'ai envie de me plonger vraiment dedans. Une question quand même, c'est que on voit, y compris dans une certaine jeunesse, une radicalisation dont on fait état, qui ne va pas toujours aussi loin que le départ vers la Syrie, l'Irak, etc. La Belgique est très touchée par ce phénomène proportionnellement à sa population. Et puis alors là, on voit une jeunesse maghrébine, elle, qui va dans un tout autre sens. Comment est-ce que tout ça s'entrechoque et se réconcilie par rapport justement à cette jeune génération qui est ultra majoritaire, contrairement à la situation en Europe? Il y a une corrélation entre les deux. En fait, la radicalisation, c'est le contre-coup de l'extrême-urbanisation, métissage, libéralisation, immigration. Les radicaux, absolument, il y a une corrélation mécanique. Les radicaux, ce sont des gens qui pensent qu'on peut encore sauver l'ancien monde. Le bon vieux statut de la femme, la bonne vieille famille paternelle, patriarcale, le bon système d'autorité verticale et paternaliste. Ils pensent qu'on peut encore le sauver et qu'il est menacé et qu'il est attaqué. C'est un combat d'arrière-garde qui peut prendre des formes psychopathiques, sanglantes, mais le grand mouvement, il témoigne en creux du mouvement de sécularisation et de libéralisation. Mais ça veut dire que la société. jeunesse a accès à ces films facilement, etc. Alors l'accès à ces films, c'est tout le problème. Je fais un peu votre job, mais bon, excusez-moi. Le lieu où nous parlons de ça est très important parce que nous avons une exposition d'art contemporain ici, donc à l'Institut du monde arabe, qui justement montre cette évolution qui, d'une certaine manière, est condamnée par ceux que vous venez de décrire il y a quelques instants. Oui. Parce que c'est un grand endroit de liberté, ce que nous avons sous nous. Et même du point de vue cinématographique, Guillaume, ici, il y a un festival du cinéma maghrébin qui a lieu en ce moment, qui a lieu annuellement depuis 2009. En ce moment, à l'Institut du monde arabe, on peut voir chaque semaine plusieurs films maghrébins qu'on ne peut pas voir à Alger ou à Tunis ou à Rabat, non pas parce qu'ils sont censurés, mais parce qu'il n'y a pas assez de salles. Pensez qu'une ville de 4 millions d'habitants comme Alger, on peut compter, je pèse mes mots, le nombre de salles de cinéma sur les doigts d'une seule main. Il n'y a presque plus de salles du cinéma. C'est tout un tissu qu'il faut reconstituer. Donc il y a le piratage, il y a les DVD, il y a le YouTube, il y a l'Internet, mais le public, le cinéma maghrébin est beaucoup plus regardé en France. Et là, on peut dire que la vraie capitale du cinéma maghrébin, c'est quand même Estelle. Il est regardé aussi à Dubaï, à Doha, au Qatar. Il y a vraiment des festivals. Il y a les festivals. Et ce sont des festivals qui intéressent beaucoup les réalisateurs et réalisatrices du Maghreb parce qu'il y a des prix qui sont conséquents. Et on sent vraiment que là, il y a une volonté de développer le cinéma arabe. Et donc, ça sera peut-être la chance. Alors après, à voir si pour entrer